Bonjour et bienvenue. Imaginez la scène. Vous gérez une petite entreprise, une affaire familiale, vous êtes dans une zone industrielle tranquille, en Bretagne, et un matin, 4 hommes se présentent à votre portail. Hmm. Ils ne parlent pas français, ils sont italiens, et ils ont des valises de billets à la main, prêtes à payer le solde pour une machine industrielle. Une machine qu'ils ont achetée, logiquement. Exactement, sauf que c'est une machine que vous ne leur avez jamais vendue. Et ça, ce n'est pas un incident isolé. C'est devenu le quotidien, le cauchemar quotidien de Marc et Sophie. Ce sont les gérants de la société SAVTP à Grasse, dans les Côtes-d'Armor. C'est cette histoire qu'on va explorer aujourd'hui. Une usurpation d'identité d'entreprise, ça dure depuis plus de 6 mois et ça paralyse complètement leur vie, autant pro que perso. Tout à fait. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de décortiquer le mécanisme de cette arnaque, de comprendre son impact humain, qui est dévastateur, et puis de voir pourquoi les victimes se sentent si démunies face à ce genre de criminalité. Ce qui est à la fois fascinant et, il faut le dire, terrifiant dans ce cas, c'est qu'on dépasse le simple vol. On n'est pas dans une escroquerie classique. Là, on assiste à une prise de contrôle totale. Total. Oui, de l'identité légale et numérique de l'entreprise. L'escroc n'a pas eu besoin de forcer une porte ou de pirater un serveur. Non, il a fait quelque chose de bien plus pervers. Il a retourné les outils de confiance officiels contre l'entreprise elle-même. Il a transformé les preuves de légitimité en armes. C'est exactement ça, en arme de tromperie. Alors, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, comment est-ce qu'il s'y prend pour paraître si crédible sans a priori jamais mettre un pied en Bretagne ? C'est ça qui est frappant. Il ne vole aucun matériel physique chez SAVTP. Son business est entièrement dématérialisé. D'accord. Il met en vente sur Internet du matériel industriel fictif. Les prix sont très attractifs, évidemment, pour appâter le client. Et ses cibles sont souvent à l'étranger. Son seul outil, c'est son ordinateur. C'est ce que dit Marc, l'un des gérants. Je le cite, « Il fabrique tout de A à Z derrière un ordinateur. Il ouvre des comptes à droite et à gauche, puis il encaisse. Mais ce qui me dépasse, c'est qu'il ne cherche même pas à brouiller les pistes. » Au contraire. C'est ça, c'est le contraire. Il envoie les gens qu'il vient d'arnaquer directement chez ses victimes. C'est d'une audace folle. C'est une audace qui repose sur une compréhension très fine, en fait, de la psychologie des acheteurs et des mécanismes de confiance. En envoyant les clients à la bonne adresse, il ancre son arnaque dans le monde réel. Il rend le mensonge tangible. Exactement. Pour les acheteurs, l'adresse physique, c'est la preuve ultime. Ça prouve que l'entreprise existe. Marc le dit lui-même, avec une sorte de fatalisme. Il ne se dégonfle pas, hein. Il nous envoie les clients et puis on se débrouille. Et l'escroc se décharge de la confrontation ? Complètement. C'est sur les victimes elles-mêmes. D'accord. Mais pour qu'un acheteur vire des dizaines de milliers d'euros, il faut plus qu'une simple adresse. Comment est-ce qu'il arrive à construire un dossier qui a l'air en béton ? Alors là, on touche au cœur de la fraude, à son ingénierie. L'escroc produit de fausses factures qui sont en apparence parfaitement authentiques. Et pour ça, il utilise 3 éléments clés, 3 piliers de la confiance dans le monde des affaires. C'est Sophie, la co-gérante, qui les a bien identifiés. Et quels sont ces piliers ? Premièrement, le vrai numéro de SIRET. Il faut bien comprendre, le SIRET en France, c'est un peu l'ADN d'une entreprise. C'est l'identifiant unique de l'État. Voilà. N'importe quel professionnel, avant une transaction, il a le réflexe de vérifier ce numéro en ligne. Et quand l'acheteur le fait et qu'il voit que ça correspond bien à la société SVATP, 99% de la méfiance disparaît. D'accord. Deuxièmement, le vrai numéro de TVA intracommunautaire, indispensable pour les transactions en Europe. Et troisièmement, L'adresse ? la vraie adresse. Avec ces 3 éléments, la facture est quasi inattaquable. Et j'imagine qu'il y a un dernier élément qui vient boucler la boucle. Le paiement. C'est le coup de grâce. L'escroc fournit un RIB, un relevé d'identité bancaire pour le virement, et ce RIB est ouvert au nom de la société SAVTP. Ah oui, donc, là, Pour l'acheteur, c'est terminé. La facture porte les bons identifiants, le compte bancaire porte le bon nom, il n'y a plus aucune raison de douter. Comme le dit Sophie, donc les gens pensent vraiment que c'est nous, et il vire l'argent en toute confiance. en toute confiance, persuadés de traiter avec une PME bretonne bien établie. Sauf que ce compte, il a été ouvert frauduleusement. En fait, l'escroc n'a pas piraté un système informatique, il a piraté le système de confiance lui-même. C'est un mécanisme incroyablement bien huilé qui se passe entièrement en ligne. On pourrait croire que c'est une affaire virtuelle, mais les conséquences, elles, sont bien réelles. Et elles se matérialisent de la manière la plus brutale qui soit,
directement au portail de Marc et Sophie. Absolument. Et c'est là qu'on bascule de l'arnaque financière au drame humain. Il faut s'imaginer la scène. Des acheteurs turcs, espagnols, italiens, Qui ont parfois traversé toute l'Europe. oui, en camion. Ils arrivent après des jours de route, ils ont une facture, une preuve de virement, ils sont là pour charger une machine qu'ils ont payée une fortune. Et ils trouvent porte close. Ou plutôt, ils trouvent Marc et Sophie qui n'ont rien à leur donner. J'imagine la tension, l'incompréhension. Le ton doit monter très très vite. C'est inévitable. Et c'est ça qui constitue ce qu'on pourrait appeler la double peine pour Marc et Sophie. La double peine. Oui, non seulement ils sont les victimes de l'usurpation, avec tout le stress, l'impact sur leur propre activité, mais ils deviennent aussi, malgré eux, le visage de l'arnaque. L'escroc, lui, c'est en fantôme numérique. Eux, ils sont en première ligne. Face à la colère et au désespoir des autres victimes. Exactement. On assiste à une inversion totale de la culpabilité. Les victimes de l'arnaque qui se retournent contre les premières victimes de l'usurpation. Vous mettez le doigt sur la perversité la plus totale de ce mécanisme. L'escroc, il ne se contente pas de voler de l'argent. Il sème la discorde. Il détruit la confiance à tous les niveaux. Sophie le formule de manière poignante. Je la cite. « Ils ne comprennent pas que ce n'est pas nous qui avons encaissé l'argent. Ils sont persuadés que c'est nous qui les volons. » C'est terrible. Psychologiquement, c'est dévastateur. Vous êtes victime, mais aux yeux du monde, ou en tout cas de ces personnes qui se présentent à votre porte, vous êtes le coupable. Vous passez vos journées à devoir prouver votre propre innocence. C'est un cauchemar réveillé. Un cauchemar qui dure en plus. Si on prend la chronologie, le premier incident c'était en décembre de l'année d'avant. Un seul client. On pourrait penser à un cas isolé. C'est une réaction humaine et normale. On se dit que c'est un bug, un malentendu. On ne peut pas imaginer être la cible d'une opération d'une telle ampleur. Sauf que les cas s'enchaînent très vite. Là, ils comprennent que le problème est systémique. En janvier 2023, ils font ce que tout citoyen ferait. Ils déposent plainte. À la gendarmerie de Guingamp. Voilà. Et 6 mois plus tard, rien. L'arnaque continue, imperturbable. Les clients continuent de débarquer. Comment c'est possible? Pourquoi le système n'arrive pas à enrayer la machine? Alors, plusieurs facteurs se combinent pour créer une sorte de paralysie institutionnelle. Le premier, c'est le caractère international de l'affaire. Les victimes viennent de partout. Oui, partout en Europe. Chaque transaction implique au moins 2 systèmes judiciaires différents, celui de la France et celui du pays de l'acheteur. Coordonner des enquêtes transnationales pour des montants qui, pris individuellement, ne sont pas colossaux, c'est un casse-tête administratif et juridique. Et la nature même du crime n'aide pas, j'imagine. C'est le deuxième point et il est crucial. Ce qui est frappant ici, c'est que la fraude exploite une faille du système. La confiance et les transactions, elles sont numériques et instantanées. Mais la vérification et la justice, elles, restent analogiques et lentes. L'escroc opère dans cet intervalle. C'est ça, dans ce décalage. Le temps qu'une plainte soit traitée, transmise au parquet, qu'une enquête soit ouverte, l'argent il a déjà été déplacé 10 fois à travers des comptes dans différents pays. L'escroc est agile. Il a une longueur d'avance structurelle. Le temps de la justice n'est pas le temps de la cybercriminalité. Pas du tout. On a donc un couple qui est pris en étau. D'un côté, un escroc insaisissable. De l'autre, des victimes qui les harcèlent. Et au milieu, un système judiciaire qui semble impuissant. Alors face à cette impasse, ils ont pris une décision radicale. Mais ils ont décidé de médiatiser leur affaire, de raconter leur histoire à la presse. C'est souvent un acte de dernier recours, quand on a le sentiment que les canaux officiels sont bouchés. C'est une bouteille à la mer. Mais qu'est-ce qu'ils espèrent vraiment en faisant ça? Mettre la pression sur les enquêteurs? C'est sans doute une partie de l'équation, mais je crois que leur démarche est plus profonde. Elle a un double objectif. Le premier, c'est l'avertissement. Ils se transforment en lanceurs d'alerte pour leur communauté. Pour les autres entreprises. Oui, ils disent « Regardez ce qui nous arrive ». Ça peut arriver à n'importe quelle petite entreprise dont les données sont publiques. C'est un acte de solidarité. Et le deuxième objectif? Le deuxième, c'est une recherche de solutions en dehors des circuits traditionnels. Ils ne comptent plus uniquement sur l'État pour les sauver. Ils se tournent vers la communauté. Leur appel est très clair et je trouve ces citations très révélatrices de leur état d'esprit. On a l'espoir de trouver quelqu'un qui puisse nous aider. Parce qu'il a vécu la même chose ou parce qu'il sait ce que l'on peut faire dans ce genre d'affaires. Exactement.
C'est fascinant. C'est l'aveu que le système est dépassé et que la solution viendra peut-être d'un autre entrepreneur, d'une autre victime qui, par hasard, a trouvé une faille, une astuce, une procédure qui fonctionne. C'est une solution par le partage d'expérience. Tout à fait. Ça montre l'émergence de réseaux d'entraide informels face à une menace que les institutions peinent à contrer. Quand le système vertical ne répond plus, les gens créent des réseaux horizontaux pour s'échanger des infos, des stratégies de survie. C'est un symptôme très fort de l'inadaptation de nos structures de protection à la réalité du XXIe siècle. Si on fait bilan, on a une arnaque numérique quasi parfaite qui s'appuie sur des identifiants officiels pour être crédible, des conséquences humaines bien réelles et absolument dévastatrices, et enfin une illustration de la lenteur et de l'impuissance des systèmes judiciaires face à des criminels agiles, transnationaux. C'est une synthèse parfaite. Et ça nous laisse avec une question de fond, une question qui va bien au-delà du cas de Marc et Sophie. Nos sociétés modernes sont construites sur des systèmes de confiance, symbolisés par des identifiants comme le numéro tirette. Oui, des outils créés pour sécuriser les échanges. Exactement. Mais que se passe-t-il lorsque ces mêmes outils deviennent les armes les plus efficaces des escrocs? Comment une entreprise peut-elle prouver son innocence quand toute la documentation officielle, toutes les preuves tangibles semblent la désigner comme la coupable? C'est le paradoxe vertigineux de l'identité à l'ère numérique.